Bonjour à toutes et à tous, je suis pour une rébellion constructive où il ne s'agit pas d'asperger des œuvres d'art avec de la soupe pour protester contre la précarité alimentaire par exemple. Aujourd'hui je vais vous parler de l'injection au réseau. On entend deux arguments quand il s'agit d'injecter de l'électricité au réseau. Le premier c'est ne faites surtout pas ça parce que ça va donner de l'argent à EDF, ce qui va revendre l'électricité que vous injectez gratuitement. Le deuxième argument qu'on entend, moins souvent, et il est plus présent chez les gens qui s'y connaissent un peu, c'est ne faites pas ça, ça fout le bordel sur le réseau. Alors déjà les deux arguments ils sont pas du tout sur le même plan, et on voit très bien que le premier argument on peut le détruire avec le second. Si tout le monde commence à injecter beaucoup d'électricité sur le réseau, on va avoir un problème, il y aura du surplus et il faudra gérer ce surplus. Depuis le mois de mars, j'ai augmenté ma capacité de production photovoltaïque pour mon système autonome et qui est relié au réseau. J'ai ajouté ici 6 panneaux photovoltaïques pour une puissance crête de 2200 watts et qui sont orientés Est. Donc ça signifie qu'ils vont produire essentiellement le matin, charger bien les batteries et ensuite l'après-midi ils produisent un petit peu. Pour les raccorder à mon système photovoltaïque, j'ai utilisé un chargeur MPPT SRNE qui est sous-dimensionné par rapport à la taille des panneaux, mais comme ils sont un peu mal orientés, ça compense un peu. Et il se trouve qu'en milieu d'après-midi, j'ai encore trop d'électricité et au lieu de ne pas la produire, je préfère l'injecter au réseau. J'étais pas sûr au début que ça fonctionne parce que le SRNE et le Multi+2, mon onduleur principal, ils ne communiquent pas. Et donc, c'était pas dit que le Multi+2 arrive à détecter qu'il y a du surplus du côté batterie et qu'il le convertisse en tension alternative pour l'injecter au réseau. Donc je voulais d'abord vous montrer à peu près à quoi ça ressemble quand j'injecte du surplus. Donc, le SRNE, il est là, c'est le petit truc DC Power qui produit 1390 watts à ce moment-là. Donc là, j'ai fait une capture d'écran. Il y a un panneau qui produit 98 watts ici. Ma maison consomme 346 watts sur l'installation et j'injecte 158 watts dans le réseau. Donc voilà, j'injecte pas beaucoup, c'est pas non plus la mer à boire. Et donc il y a le reste qui va dans les batteries, 938 watts, parce que il y a l'onduleur il est encore en mode absorption, donc les batteries sont chargées à 100%, mais pour vraiment bien les charger et les équilibrer, vu que c'est des batteries nickel-fer, il faut 4 heures d'absorption, donc sous une tension élevée, et envoyer de la patate dans les batteries. Donc j'ai réussi à faire ça en réglant finement les tensions en fait du SRNE et du Multi+2, pour que le Multi+2 il détecte quand il y a du surplus. Maintenant concernant la gestion du réseau, là je suis sur RTE France Eco2Mix. Donc c'est un site sur lequel on peut voir la production d'électricité par source d'énergie en gros. Et donc là on a en jaune le nucléaire et en orange la production photovoltaïque. Le bleu clair en bas c'est le vent, l'éolien. Bon, et là qu'est-ce qu'on voit? Donc ça c'est aujourd'hui, hein. On est le 25 juin. Pour que vous sachiez, donc pour vous c'est peut-être hier, ou enfin peu importe. Donc on voit là un effondrement de la production photovoltaïque. Par contre tout le reste pareil. Donc le nucléaire, on continue à produire autant. L'énergie hydraulique, donc des barrages, elle est constante aussi. Bon, et l'éolien, bon, c'est à peu près constant aussi à cet endroit-là. Et on voit aussi que le gris en bas, ici, ça correspond à l'export vers les autres pays. On voit aussi que là, il y a une diminution de l'export. Donc certainement qu'à ce moment-là, le réseau était saturé, il y avait trop d'électricité, on n'arrivait pas à l'exporter non plus. Donc, quelque part, ils ont décidé de brider la production photovoltaïque. Alors certes, la production photovoltaïque, elle est simple à brider, parce qu'en en fait, il suffit de dire aux micro-onduleurs ou aux onduleurs ou quoi, de produire moins, et ils vont le faire. Mais je trouve ça dommage, dans le sens où on pourrait économiser, par exemple, l'eau des barrages. On pourrait économiser le gaz. Voilà. Là, on a un filet de gaz, c'est le truc rouge, là en haut. C'est un filet de gaz qui reste permanent, en fait. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est que on a un problème, un gros problème. C'est que les centrales de production d'énergie,
elles sont tellement grosses que ça vaut pas le coup de les éteindre en fait. Parce qu'il y a une inertie, c'est-à-dire que le temps que ça refroidisse, et après, si on veut les redémarrer, voilà, et bien, le temps que ça rechauffe, on a une perte d'énergie en fait à ce moment-là, et on a un délai énorme. Voilà, donc ça c'est le cas pour tout ce qui est gaz, et charbon, fioul, et bien sûr nucléaire. Et c'est bien pour ça qu'à un moment, ils ont décidé de mettre en place les heures pleines et les heures creuses pour contrôler en quelque sorte la consommation, cette fois pour lisser la consommation, pour que les gens ils consomment plus la nuit. Parce que on ne voulait pas éteindre les centrales, on voulait qu'elles continuent à produire quand même, même si on pouvait diminuer un peu la production à ce moment-là. Donc en fait, il y a cette idée, elle existe depuis longtemps de vouloir contrôler la consommation. De nos jours, c'est énormément critiqué. Je peux vous mettre une vidéo là d'un monsieur qui critique l'idée de mettre des tarifs qui varient toutes les heures en fonction de la charge du réseau. Je vous montre maintenant les 4 derniers jours en France. Voilà, donc ça c'est les 4 derniers jours. Donc on a eu la même chose ici, hein. Le dimanche, la production photovoltaïque a été écrétée ici. Et on avait très peu d'export aussi à ce moment-là. Alors ça met un peu en colère aussi les investisseurs dans les parcs photovoltaïques parce que ça signifie aussi que leurs parcs photovoltaïques produisent moins que ce qu'ils espéraient, donc ils gagnent moins d'argent. Bon, mais ça c'est un peu voilà. Moi je trouve ça normal qu'on bride à un moment s'il y a trop d'électricité. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on bride pas le truc que, à mon avis, il faudrait brider. C'est-à-dire on bride le truc qui pourrait continuer à produire sans aucun investissement. Pour moi, il faudrait brider les choses qui ne sont pas renouvelables, c'est-à-dire où il faut investir en carburant, quelque chose. Pour moi, l'hydraulique, ça fait partie de ça. L'hydraulique, c'est un truc qui est très simple à réguler. On peut fermer les vannes et ça arrête de produire. On peut rouvrir les vannes, ça recommence à produire. Et l'eau stockée, elle est stockée. C'est-à-dire c'est pas une eau qui s'en va, qui coule. Maintenant on va voir en Allemagne, parce qu'en Allemagne on a beaucoup plus de renouvelables qu'en France. Donc déjà en France, voilà, on a à peu près 60% de nucléaire la journée, et ça monte à voilà, 75% la nuit. D'accord ? En Allemagne on n'a plus de nucléaire, et on a du fioul, on a du charbon, et on a du gaz. Voilà. Donc ça ressemble à ça. On a beaucoup de photovoltaïque, donc on voit les pics énormes jaunes là. Et en gros, tout ce qui est au-dessus, c'est du non renouvelable. D'accord ? Et ce qui est en dessous, c'est du renouvelable, c'est-à-dire que là, on a du vent. Ça, c'est du vent aussi. Et ensuite, on a de la biomasse en bas. Donc ça doit certainement être des méthaniseurs et des choses comme ça. Et sur ce graphe-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la consommation, c'est-à-dire c'est cette courbe en rose-violet. Et on voit que la consommation est plus faible que la production la journée, et la consommation est plus importante que la production la nuit. Ce qui signifie aussi que la nuit, ils importent de l'électricité, la journée, ils exportent de l'électricité. Maintenant, il y a le même phénomène qui se produit ici, c'est que, en gros, on a tout le temps un filet de production non renouvelable, donc du charbon par exemple, même la journée quand il y a trop d'électricité. Et la raison, c'est encore une fois que ça vaut pas le coup d'éteindre complètement ces centrales. Par contre, ce qui serait régulable facilement, à mon avis, c'est la biomasse ici. Parce qu'en général, les méthaniseurs, c'est des moteurs. Hein, c'est pas des turbines, c'est pas de l'eau, c'est des moteurs qui fonctionnent directement au méthane, qui produisent de l'électricité avec des génératrices. Là, on peut facilement allumer et éteindre les moteurs. Évidemment, les gens qui font fonctionner les méthaniseurs, ils ne veulent pas éteindre leur moteur parce qu'ils vont injecter moins d'électricité, donc ils vont gagner moins pour le même investissement. Donc là, ce qu'il faudrait, à mon avis, ce serait des moyens de stockage pour stocker le méthane et doubler la puissance, par exemple, pour fonctionner la nuit. D'accord ? Doubler le nombre de moteurs par méthaniseur. Ce qui permettrait de réguler un peu la fluctuation du solaire.
L'autre chose, c'est l'hydraulique, donc l'eau, des barrages. Et là encore, je trouve, l'eau qu'on ne fait pas couler, elle est stockée dans le barrage, elle ne va pas s'en aller. Donc, pourquoi garder un truc constant comme ça, tout le long? On peut très bien faire des pics là. Et là encore une fois, il faudrait installer des turbines 2 fois plus grosses qui laissent passer 2 fois plus d'eau. Et fermer complètement la journée. Vous voyez peut-être où je veux en venir. C'est que si j'injecte de l'électricité au réseau et que je paye EDF quand même, c'est parce que j'attends quelque chose en retour. J'attends que tous ceux qui gèrent le réseau investissent dans des moyens de stockage et d'utilisation de l'électricité que j'injecte. Moi je suis prêt à payer l'abonnement, je suis prêt à payer l'investissement dans les panneaux là. Je suis prêt à leur donner l'électricité, mais j'attends en retour qu'ils mettent en place des systèmes pour stabiliser le réseau et pour utiliser l'énergie qu'il y a en trop à des fins intelligentes. Donc ça peut être de la production d'hydrogène pour faire des engrais, par exemple. Le petit bémol de ce genre d'installation, c'est qu'aucun industriel va vouloir investir dans un hydrolyseur qui produit de l'hydrogène à partir d'électricité, qui va fonctionner que 12 heures sur 24, voire moins, et ça seulement les beaux jours d'été. Quand on installe un système industriel comme ça, on veut qu'il soit rentabilisé le plus rapidement possible, donc on veut qu'il tourne H24. Donc on voit encore une fois que c'est notre argent qui devra être utilisé pour ce genre de choses, comme ce fut le cas pour plein d'infrastructures en fait, qui ont été installées, les centrales qui produisent de l'électricité, les routes, les chemins de fer, etc., etc. Ce genre de système, une fois qu'il fonctionne bien, eh ben, oui, on peut le privatiser, mais au début, c'est pas très rentable en fait. Ça peut être d'autres moyens de stockage, pompage d'eau, etc. Et effectivement, à ce niveau-là, on a un gros problème parce que les moyens de stockage, c'est coûteux. Hein. Donc je ne fais pas de cadeau en fait, aux gestionnaires du réseau en leur injectant de l'électricité gratuite. Je leur donne du grain à moudre et c'est exactement ce que je veux. C'était la petite réflexion que je voulais partager avec vous, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez appris des choses. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens qui ne connaissent pas la complexité de cette gestion du réseau avec les énergies renouvelables. Donc je ne blâme pas complètement les gestionnaires réseau, c'est un problème physique complexe qu'on ne peut pas résoudre comme ça du jour au lendemain. Et je pense que tout le monde peut être impliqué, tout le monde peut surveiller sa consommation, l'adapter en fonction de la charge réseau. Et pour les abonnés de la chaîne réguliers, petite annonce, c'est vrai que je fais moins de vidéos en ces temps-ci, c'est normal, j'ai pas mal d'occupations en ce moment. Mais j'ai récupéré un gazogène que je peux peut-être utiliser comme gazogène à charbon qui est très très simple. Et j'ai aussi un autre projet de conversion d'un moteur d'un groupe électrogène à l'huile végétale. Et donc ce sera pour des futures vidéos.